AJL Enregistrement Sonore présente Voilà la voix, une émission présentée par Alexis. Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. I might never have discovered my wonderful Pandala. It feels like it was yesterday. But it's been thousands of years. It's time. Ça, c'est le classique Gaulle. Il est costaud, très costaud, parce qu'il est entièrement en acier, plus lourd que de l'alu, donc stable, pour résister à vos grandes frappes. Presque en lucarne. Pour résumer, classique Gaulle, notre nouveau but, conçu pour durer. Bonjour à tous et bienvenue dans Voilà la voix, l'épisode 2 de la saison 2. Aujourd'hui, je suis avec Ryan Hailey. Il est acteur et comédien voix anglo-français actif depuis 2018. Il est notamment reconnu dans l'univers du jeu de rôle en ligne. Sa voix se distingue dans plusieurs jeux vidéo où il interprète des rôles principaux et aussi des rôles secondaires. Et il travaille également en tant que directeur voix, on va en parler, pour des projets en réalité virtuelle, notamment sur des versions anglophones de jeux. Et il poursuit son développement dans cette voie. Salut Ryan, comment vas-tu? Salut, je vais très bien. Merci Alexis pour ton invitation, pour ce format, de faire tout ça. J'ai vu de très belles personnes passer entre tes mains et pouvoir partager ce qu'ils font avec tes questions. Et je suis ravi de faire partie du processus. Eh ben super, je te remercie, ça va, j'ai bien prononcé. Ryan Oui, oui. Hailey, voilà, à la française un peu. Oui, tu sais, bon, je suis pas très attaché à ça maintenant. Je lâche de l'emprise sur les prononciations. Non, c'est très bien, c'est très bien. Bon bah tant mieux, ça va, on va pas arrêter l'émission au bout de 2 minutes, ça va aller. Non, tout Le roule. mec il coupe, allez c'est bon, vas-y, il sait même pas Oh prononcer mon ouais, nom. ils ont mal dit mon nom. Oh là là. Putain, je me souhaite de jamais devenir comme ça. Je souhaite à personne de le faire. Ok, super Ryan, bon bah écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à devenir comédien, et plus spécifiquement, comédien Mm. voix? Eh bien, ce qui m'a amené à devenir comédien, dinguerie ça. De base, je suis né dans une famille qui est très attachée au théâtre, très attachée au spectacle, très attachée au chant et à la danse. Personne ne l'est de façon professionnelle. C'est juste que je suis britannique et chez les Anglo-Saxons, même en classe moyenne, classe basse, si tu veux, c'est un truc, le théâtre. Il y a le théâtre du village ou de la ville, en tout cas. Et faire partie du théâtre, c'est un grand délire. Et mes parents étaient très investis, mes grands-parents aussi étaient très investis dans les petites associations locales. Ce qui fait que familialement, on a une grosse culture du spectacle, on a une grosse culture des répétitions le soir, des spectacles le samedi, des choses annuelles comme ça, des événements aussi. Et j'ai grandi un petit peu là-dedans. Donc, ma mère qui était plutôt chant-danse et mon père qui était plutôt technicien chant. Et j'ai fini balancé aussi dans les ateliers de théâtre depuis tout petit. Et ça de façon amateur, mais Mhm. parfois on naviguait sur du semi-pro parfois. Puis petit à petit, en arrivant vers mes 14 15 ans, je commençais à faire partie des troupes qui étaient des troupes, on disait adultes, nous, mais les troupes des grands, quoi. On C'était la dit pareil, transition. hein. Bah, d'un coup, oui, voilà, tu avais d'un coup le droit de faire partie des grands, entre guillemets, à partir de 14 15 ans, généralement. Et c'est ça qui m'a balancé en stage. C'est ça qui m'a balancé en stage donc, de jeu de scène, d'impro. J'ai fait énormément d'événements. Je crois que j'ai pas fait Avignon, moi. Gamin, c'est un peu flou. Tous les événements deviennent une espèce d'événements communs où je me souviens des spectacles que j'ai vus, je me souviens de ce que j'ai fait, mais je crois avoir jamais fait Avignon, par exemple. Mais on avait des scènes locales et des événements locaux qui nous permettaient d'assembler beaucoup de gens. Et il y a plein de trucs liés à ça dans mon enfance. Donc de base, c'est vraiment resté ce phénomène. Et là où beaucoup commencent l'école ou le conservatoire à 19 ans, à 20 ans, ben moi j'ai tout arrêté. J'en avais marre. J'en avais marre du rythme du théâtre. J'en avais vraiment, j'avais plus envie. Moi, je suis même arrivé à un point où faire Ah un t'étais spectacle. en France, 19-20 ans. Oui, c'était en France, ça, ouais, 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 ouais. Depuis tout petit, je suis en France depuis que j'ai ok. 4 ans. Mais mes deux parents sont anglais et britanniques. Ils ont aménagé quand j'étais tout petit. Et du coup, j'ai un peu grandi avec l'anglais à la maison, enfin, totalement l'anglais à la maison parce qu'ils parlaient pas français, et le français à l'école. Et c'est ce qui. Et d'ailleurs, j'ai grandi dans le sud-ouest à la base. Donc Ah, à la base, j'ai grandi avec un accent qui est plus charnu que celui que j'ai aujourd'hui. Mais on a. Et donc, vers mes 19 ans, comme je te disais, j'ai rompu tout arrêté. totalement.
Je voulais même plus faire un spectacle, j'aimais bien le préparer, Hmm. j'aimais bien le faire 3 fois et après je voulais plus le refaire. Je ne voulais pas Ouais, tourner. toujours Je à voulais vouloir faire d'autres choses, voir Ouais, ouais, c'est d'autres OK, ça horizons. c'est fait, la suite, il se passe quoi? Donc du coup, comme je ne savais comme c'est fondamentalement, maintenant avec le recul, c'était vraiment ça ma vocation, donc j'ai quand même cherché un autre truc, histoire de chercher un autre truc et j'ai fini dans le commerce et marketing. Et donc j'ai fait des Ok. études là-dedans, j'ai fait pas mal d'années de ça. J'ai beaucoup appris, j'ai appris énormément de choses. Ça m'a apporté énormément de choses qui sont très utiles pour moi aujourd'hui, mais c'était pas mon délire. Vendre les produits d'autres gens, pas mon délire du tout. Donc j'ai fini par Vendre les me tiens. ouais, c'est ça, me vendre moi, vendre les miens, c'est Hmm. ça, tu as tout compris. Ah, ça t'a aidé pour ça, ouais. Ah bah clairement, clairement. Il y a parce que quand tu fais commerce et marketing, tu prends cher en fait. Tu prends beaucoup de non, beaucoup de rejets, tu, tu peux pas avoir un syndrome d'imposture quand tu es face à un client. Tu dois légitimer ta présence et légitimer ta raison d'être et légitimer ton fonctionnement. Et finalement, en synergie avec ce que j'ai fait dans toute mon enfance et adolescence, je me rends compte qu'il y a énormément de sujets de vie qui sont présents, omniprésents quand tu veux pratiquer la comédie, quand tu veux vivre de l'acting. Tu finis par avoir tout un tas de micro-sujets qui rendent difficile ton quotidien avec toi-même. Bon, il y a les autres aussi, mais avec toi-même déjà de base. Et le commerce et le marketing, de toquer à des portes, de me prendre des tonnes de rejets, ça m'a vraiment appris que, en fait, c'est OK que quelqu'un ne veuille pas ce que tu proposes. Et c'est pas grave. Et Hmm. tout va bien. Et depuis, T'as réussi à relativiser sur le fait que ah bah on depuis, plaît pas à tout le monde, complètement, ouais. Hmm. complètement, bah, c'est le rejet, les noms, l'imposture, c'est un truc qui est devenu très secondaire et finalement, je vois la qualité que ça me permet d'avoir dans le jeu, dans ma façon de démarcher, dans ma façon de chercher des contrats, tout devient beaucoup plus simple. Et même l'exercice lui-même, je ne me pose plus la question de est-ce que ce que je fais, enfin, a posteriori, je me demande si est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien. Et j'analyse pour avancer, grandir. Je me questionne perpétuellement, mais ça fait plus mal. C'est juste du doute sain. Tiens, d'ailleurs, j'ai une citation de Pierre Bottero là. J'ai oublié la citation précise, mais c'est le doute est une grande force. Veille juste à ce qu'elle te pousse vers l'avant. C'est vraiment ça. Pas Donc le mal. doute, j'ai un peu dégagé le côté chiant Hmm. du doute et j'essaie de garder quand même ce questionnement perpétuel pour être sûr que C'est comme ça que le lâcher prise arrive en plus. tu as raison, tu as Hmm. raison, tu Parce qu'on lâche libères. prise au moment donné où on se dit, bah tiens, c'est bon, je fais des choses, ça plaît pas, tant pis. Tu Ouais, vois. oui, 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 oui. J'essaie Ça de pas plaira à tomber d'autres et tu te concentres là-dessus. Ouais. T'as raison, ouais. J'essaie de pas tomber dans le je m'en foutisme parce que j'ai l'impression que certains enlèvent le doute complètement, tu vois. Hmm. Euh, Oui, mais j'essaie il faut d'être. savoir aussi se remettre en Ouais. question, Oui, travailler. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un doux équilibre entre Hmm. tout ça. J'essaie d'être prudent avec Ouais. ça et bienveillant avec aussi. Enfin. Et Est-ce que finalement, t'es arrivé en France à l'âge de 4 ans, tu m'as dit? oui, oui. Est-ce que tu sais comment est vu le théâtre en Angleterre? On ne sait pas trop, nous, en France. Est-ce qu'ils sont un peu restés dans l'univers Shakespeare, tout ça, restés un petit peu Ah, là-dessus, ou est-ce ils se c'est sont modernisés derrière? C'est hyper valorisé, déjà. Il y a une grande culture du spectacle au Royaume-Uni. C'est une dinguerie, en fait, on n'arrive pas à comparer. Dis-toi qu'en France, la majorité des troupes de théâtre, même professionnelles, sont soutenues grâce au système de l'intermittence. Au Royaume-Uni, il n'y a pas ça. Donc tout est. Parce que le public est présent. En fait, les fonds sont là. Il y a vraiment une consommation, mais massive, de la part de toute strate de société. Bah, En c'est vrai qu'on France, voit dans les stades de foot en Angleterre où ils viennent tous en famille, ils oui, viennent en nombre, c'est quelque ouais, chose, le spectacle, où c'est vraiment oui, un t'as raison. truc où tu vas en famille, quoi. Bah, je pense que le théâtre, c'est pareil, ouais. Ouais, 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 clairement, le théâtre, c'est la même chose. Et le pantomime, c'est un grand truc. C'est un truc qui n'existe pas en France. Ça. Le pantomime, c'est une combinaison de tous les arts en un. Donc, tu as du chant, de la danse, tu as du théâtre, tu as de la comédie, tu as du one-man show. Tu as même souvent des orchestres live qui sont devant le pantomime, mais tout est fait en live. C'est un délire très spécifique à ce pays-là. Hmm. Et donc, tu as un gros soutien. Et les amateurs font ça. Le niveau des amateurs au Royaume-Uni. euh, Excellent. Ouais. ah ouais, il y a des castings. Enfin, aller dans une troupe amateur, t'es casté. Tu peux pas rentrer.
L'exigence est énorme. Et je soupçonne qu'un Français qui va voir un spectacle amateur au Royaume-Uni n'a pas conscience que c'est un truc amateur qu'il regarde, que les gens sont pas payés, parce que le niveau Hmm. est énorme. Donc je suis toujours impressionné par ce phénomène-là et Ça commence un peu à venir en France t'as aussi. raison, ouais. Je Des l'observe troupes ça. amateurs où Ouais, ils je se frottent l'observe aux ça. professionnels, ouais. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Tant Il y mieux. a la limite, Hmm. le flou se dessine de plus en plus et aussi ça diversifie le type de théâtre qu'il y a. Tu parlais de Shakespeare, mais évidemment Shakespeare a perduré. C'est une énorme référence quand il s'agit de se confronter à soi en tant que comédien, en Hmm. tant que metteur en scène. Tu vas le trouver, mais il y a aussi tout le reste. Et regarde les spectacles à Londres. La dimension de Wicked, la dimension. Le Roi Lion a mis des années à arriver en France. Alors qu'à Londres, le spectacle est constant depuis plus de 20 ans. Tu peux aller le regarder tous les soirs. Tellement c'est balèze Ok. et tellement le public est là. En France, je sais plus quel est le rythme à Paris, mais le spectacle existe, mais il est pas. Hmm. Les gens ne se déplacent pas pour y aller, quoi. C'est pas autant, en tout cas. Ça marche. Ok. Bon, on va parler de ton parcours. Ouais. Toi, t'es bilingue anglais-français, t'es même capable de faire l'accent du sud-ouest, tu disais. Ah oui, ouais, je le Tu vends pas trop. travailles dans les deux langues. Toi, tu travailles dans Oui. les deux langues. Du coup, comment tu travailles, toi, l'interprétation selon l'univers linguistique du projet? C'est intéressant ce que tu dis là, parce que les attentes ne sont pas les mêmes du tout. Je travaille dans les deux langues, effectivement, beaucoup plus en anglais qu'en français, parce que globalement, comment dire, je suis un anglais un peu seul dans mon environnement. En France, on est une cinquantaine de comédiens très pertinents, et je fais partie de ce pool, donc j'ai beaucoup plus de contrats en anglais. En français, il y a déjà des talents incroyables dans ce pays, donc je suis un parmi 3000. C'est pas pareil. Mais il arrive parfois que je sois sollicité sur le français aussi, parfois sur le même projet. Et l'exercice est très différent parce que en France, la façon dont on attend qu'une voix se pose, c'est très différent. Déjà sur la nature de sélection de la voix. Les voix masculines, on voit des voix graves très souvent. Ça change un peu en ce moment. Les voix médiums sont sollicitées, mais on veut souvent ce truc un peu à la Patrick Poivet. On veut des choses à la Bruno Alman, on veut Du Bruno, profond. Benoît Alman. On Hmm. veut des voix profondes, on veut des voix de papa qui a fumé un petit peu dans sa vie, tu vois, C'est un de, côté con- rassurant, quelque de part, en fait. conteur. Ouais, et puis c'est très Hmm. ancré. Et donc, tout de suite, très souvent en français, on va me demander de baisser mon timbre le maximum possible. Et la façon dont les phrases se terminent, tout est différent. Le français est une langue métronomée. Le rythme a un rythme très codé. Tu dois te soumettre à ce processus parce que tu ne vas pas toucher l'oreille française de la même manière. Alors que chez les Anglais, le métronome, tu le sors de la pièce, tu prends une baguette de chef d'orchestre et tu vas un peu dans tous les sens. C'est une sinusoïdale, la langue anglaise. Tu vas Hmm. monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Tu vas pas descendre en fin de phrase comme on demande tout le temps dans les voix françaises. Tu vas pas du tout fonctionner de la même manière. Donc, je m'amuse beaucoup à voir les clients et voir les directeurs artistiques et de voir les studios observer la différence en temps réel quand on enchaîne deux textes comme ça. C'est assez fascinant de voir le contraste. Mais oui, je bosse Hmm. dans les deux. Ok. T'as été formé autant en théâtre qu'en doublage studio. Qu'est-ce que ces deux mondes t'ont appris, toi? Les deux mondes. C'est tellement synergique que je ne sais pas si je les dissocierais. Le doublage, c'est un format, c'est un lieu, c'est un espace, c'est une façon de. Mais fondamentalement, je crois que tu dois puiser dans les mêmes ressources. Cet endroit, cet espace que tu cultives à l'intérieur de toi qui te permet d'être en expression artistique, d'être en expression théâtrale, euh, elle doit exister, surtout en doublage. Ou alors, voix off, c'est une chose. Voix off, tu vas pouvoir trouver en toi une façon de fonctionner qui est proche de toi. On sélectionne ta voix, on sélectionne ta personnalité et tu peux, sans forcément avoir un bagage théâtral massif, faire une très bonne voix off. En doublage, non. En doublage, si tu n'as pas le bagage théâtral ou le bagage, ou au moins le travail sur toi, un travail conséquent sur toi de remise en question, de déconstruction de ta vision de la réalité et de ta façon de croire qu'une personne c'est ça, une réalité c'est ça. Je crois qu'il faut casser toutes ces idées. Sinon, tu ne pourras pas incarner la réalité de la personne qu'on te demande d'incarner. Tu ne pourras pas te projeter correctement. Si tu crois que le monde, c'est qu'une chose, tu ne peux pas comprendre l'univers d'un autre personnage. Et le théâtre permet ça, certains trucs de développement personnel aussi.
Et donc, pour moi, les deux choses sont complémentaires. Après, ce qui est important aussi, avant de se lancer dans du doublage studio, les studios attendent que tu puisses te conformer au format. C'est important que tu puisses être dans une pièce où il n'y a aucun indicateur d'environnement. Tu peux pas bouger, tu es derrière une barre. Tu as un micro devant toi, un écran, et tu as plus ou moins d'informations à l'écran en fonction de l'importance du projet sur lequel tu travailles. Et ta bande rythmo, il faut que tu puisses gérer ces informations et ce flux. Si tu sais apprendre à gérer ce contexte, tu sauras aussi à l'épuiser, le personnage à l'intérieur de toi. Et donc, je trouve important d'apprendre le format aussi. Mais c'est très complémentaire. Tiens, un bagage musical atypique. Du métal, du chant Ah, diphonique. oui, 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 oui. Pour toi, c'est un atout essentiel pour réussir J'ai à pas. faire de la voix. Non, 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 non. C'est pas essentiel du tout. C'est juste des cordes supplémentaires à un arc. C'est tout. C'est le chant. J'arrive même pas à le vendre particulièrement. J'ai pas pris le temps de faire des bandes démos, si tu veux. Et dans ce milieu, si tu n'as pas, si tu ne peux pas montrer que tu as fait quelque chose par le passé, on va pas te lancer sur un projet comme ça, quoi. Donc j'ai pas pris le temps de créer de la matière. Et je devrais le faire, mais le temps et et les priorités. Mais c'est Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que je le place là parce que j'ai espoir que quelqu'un percute, se dise, ah tiens, chant diphonique, chant de gorge aussi. J'adorerais dans un jeu vidéo faire un personnage ou créer une ambiance sonore musicale qui nécessite cet outil-là. C'est du chant mongol, hein. Je sais pas si tu vois le principe. Bon, ça a été repris récemment dans des groupes un peu plus scandinavo-celtiques, mais c'est du chant mongol, du chant tibétain, ce genre de choses, où tu vas jouer sur les résonances et sur j'ai même pas les termes techniques, tellement je n'ai pas de parcours académique en musique, du tout. Tout est sur le pouce avec la pratique et la passion. Donc, je n'ai même pas les mots pour te décrire ce que ça crée. Attends, je devrais pourtant. Ça, j'ai bossé Bah, là-dessus. ouais, parce que je pense que c'est un atout que beaucoup de comédiens n'ont pas, là, Oui, posture. clairement. Donc, Mais c'est vrai que, ça vaudrait le coup que tu en fasses une bande démo et que tu la partages. ah ben, C'est clairement, vraiment une valeur ajoutée. Ouais. clairement. Projet très bien. Je vais acter aujourd'hui. Je vais créer ça dans les 3 prochains mois. Super! Eh Je ben vais faire voilà, au ça. moins l'émission t'aura servi. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, j'aime bien, j'aime bien. De toute façon, on est dans un métier où quand tu montres que tu peux faire quelque chose de différentiel, le différentiel est clé parce que c'est très difficile de distinguer les humains des uns des autres. Des voix, c'est encore moins d'informations fondamentalement. Donc dès lors que tu te démarques avec un phénomène, que ce soit une langue, une spécialité, Faut le le mettre en chant, avant. il faut le mettre en avant. Oui, c'est important. Ouais, 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 clairement. c'est clair. On va parler des jeux vidéo. Ouais, Tu as doublé ouais, des jeux comme, toujours attention aux prononciations, Waven, Akimbot, ouais, Heaven, Road 96. Allez, je vais dire la oui. française, c'est pas Non, mais grave. c'est des studios français globalement que tu as cités, donc il n'y a aucun souci. Quel rôle Donc, t'a le plus marqué vocalement? Et qu'est-ce que tu as vocalement. kiffé le plus dans ce doublage de jeu? Peut-être que tu Euh, kiffes tout, voilà, raconte-nous un petit peu. c'est que vocalement, je crois que ah si, ouais, ouais. Vocalement, j'ai beaucoup aimé l'expérience que j'ai faite avec Ankama, qui m'ont permis de. C'était pour une. Dans Dofus, il n'y a pas de voix dans le jeu vidéo. Dans le MMORPG Dofus, il n'y a pas de voix. Par contre, quand tu rencontres certains boss, tu vas avoir des espèces de cinématiques qui apparaissent. Et dans ces cinématiques, il y a des personnages qui parfois parlent. Et j'ai envie de dire l'honneur, le privilège d'avoir été sélectionné pour faire un dragon qui s'appelle Imajiro Rokam et qui gère le Dofus Tachete dans Pandala 3, je crois. Et ça, le dragon a 3 personnalités. Il a une sorte de face pile, une face, puis c'est pile ou face, et ensuite tu as le centre. C'est papier, encre et l'unité des deux. Et, euh, et du coup, j'ai pu faire les 3 voix. Et donc, j'avais une voix qui était claire, le papier est plus solaire, et l'encre est sombre, et j'ai pu aller chercher dans mon passé métal, aller chercher du scream et il y a un peu de ripage et de grincement sur la voix. Et après, sur le central, on a fait quelque chose de très conséquent avec beaucoup de coffres. Et le combo des 3, moi, Oh, quel plaisir! J'ai frissonné à chaque fois que je l'ai fait. Je frissonne parfois quand je le revois parce que je communique dessus parfois. Et waouh, c'était de la folie ce truc. Vraiment. Et derrière, j'ai fait d'autres rôles qui ont puisé un petit peu dans ces ressources. Mais, euh, mais après, ouais, je suis très marqué par Road 96
qui avait une multitude de petites voix dans tous les sens. J'ai fait beaucoup de voix additionnelles, j'ai pas fait de voix principale dedans. Et j'ai aimé incarner chacun un ado où je construisais mentalement une petite histoire pour cet adolescent. Pourquoi il est comme il est, est-ce qu'il hésite, quelle est sa fragilité, quelle est sa force, quelle est son impertinence. Ça, j'ai beaucoup aimé faire ça aussi. Et wow, il y en a, ouais, je suis très honoré de tous les projets dans lesquels j'ai participé. Et techniquement, ils ont tous une raison très unique d'avoir été marquante comme expérience. Je cherche toujours à frissonner quand je travaille. Je Hmm. cherche toujours à trouver cet endroit où je sens en moi, il y a une espèce de chill qui remonte le long de ma colonne et je suis là, waouh, ok. Reste là-dedans, reste dans cet espace et propose et continue et exprime-toi et lis les lignes et vas-y, quoi. Et je cherche vraiment ce créneau-là. Et je suis toujours très heureux quand l'ADA sont OK. C'est bon, Ryan, ouais, on garde ça. Ben, d'ailleurs, ça corrèle quasiment tout le temps. Je... Ce qu'ils sentent que moi aussi, je suis dans un état second presque dans ces moments-là. Euh, donc ouais, très honoré de pouvoir faire plein de projets comme ça. Ben, c'est comme ça que ça marche. Si vraiment tu es dans un état second, comme on dit souvent, c'est que c'est là que ça fonctionne, justement. C'était vraiment là, dans le personnage, quoi. Je crois, je crois. Hmm. J'ai rarement lu des gens parler comme je viens de te le dire là. Il y a un groupe de métal que j'apprécie qui s'appelle Septic Flesh, qui il parle exactement ce dont je te parle. Ok. Il parlait sur un de leurs albums, Communion. Ils font, ils ont fait plein de morceaux pour cet album. Ils en ont gardé 9, je crois. Ça commence à dater. Ils en ont gardé 9, je crois, mais je crois qu'ils en ont créé 15, 16, 17 morceaux. Et en fait, quand ils étaient en écoute active de sélection, s'il y en a un parmi le groupe sur 5 qui ne frissonnait pas, ils jetaient le morceau. Et Hmm. je comprends ça, je comprends Ouais. complètement. C'est que, vu que c'est une proposition collective, c'est une proposition à 5, il faut que les 5 soient en vibration totale, comme ça tu sais que le morceau, il est puissant. Et cet album est incroyable. Je frissonne moi-même à l'écouter en étant témoin de leur travail là-dessus. Et j'espère, je tends à vouloir proposer des expériences comme ça aux personnes qui finiront par vivre l'expérience de jeu vidéo derrière. Et c'est mon souhait véritable, quoi. J'ai vraiment le joueur, la joueuse à l'esprit quand je travaille. T'as des démos sur ton site internet de ces Ouais, petits ouais, passages-là? ouais. Ouais, bah j'invite du coup les gens à. Je mettrai dans la description Ok, de la ok, vidéo ton ok. site internet. Comme Ouais, ça, les en anglais, personnes faut aller pourront aller sur la voir. zone. En anglais, faut aller sur la zone Games et Animations. En français, je crois que j'ai mis doublage, tout simplement. Et Ok. il y a plein de petites choses que j'ai pu faire par le passé, ouais. Ouais, t'as Hmm. un bon petit site internet, j'ai vu, donc je le partagerai. Et comme Ouais, ça, les, les merci téléspectateurs pourront à regarder. mon, merci à mon Mister Site Web, Alexandre, qui assure là-dessus. On l'embrasse. Tu as fait à la fois les versions anglaises et françaises de Waven Euh, et Akimbot. oui, Waven et Akimbot, ouais, t'as raison, ouais, Alors, c'est on en ça. a un petit peu parlé tout à l'heure de comment on aborde ces expériences multilingues. Toi, voilà, est-ce qu'il y a eu une différence dans ton jeu quand tu l'as fait en version en française puis après en anglaise ou Ouais. pas? Voilà, raconte-nous. Eh bien, oui, clairement, clairement. Là, énorme la différence. Tu vois, en voix off, tout à l'heure, je parlais surtout de voix off. Sur une publicité ou sur un truc corpo, la différence, elle est culturelle. Elle est seulement culturelle, je dirais. Tu as un public, tu parles pas aux mêmes personnes, donc tu ajustes. Dans un jeu vidéo, elle est culturelle aussi, mais ça va aussi être sur l'essence des archétypes, de type de héros que tu vas avoir. Dans Waven, j'ai fait pléthore de personnages, donc j'ai un petit peu du mal à me repérer sur un exemple précis. Mais globalement, tout était différent parce que tu peux pas faire le même humour. Ankama a un humour très spécifique en Ankama qui va faire rire les Français moyens avec des références, avec des petits clins d'œil. C'est très chouette. Je me suis beaucoup amusé là-dessus en français. Et en anglais, il a fallu ajuster parce que tu peux pas, tu peux pas rigoler de la même chose avec des anglo-saxons. Ils vont pas être trigger par la même chose positivement. Et donc, tu ajustes en fonction des personnages. Il y avait des personnages, il y avait des cochons ninja, j'ai oublié leur nom précis, mais la façon dont on a fait les accents et les voix était Des radicalement cochons différente entre ninja. les... Ouais, ouais. Ah, bah, si Oh, tu... bah comment si... toi, justement, là on parle d'un cas typique, voilà, t'as un Ouais, cochon ouais. ninja. Voilà. Ouais. Toi, comment tu arrives à te dire, tiens, ce personnage-là, je vais faire cette voie-là, je vais descendre ou je vais monter.
Tu poses une question qui a beaucoup d'implications. Parce que là, par exemple, le client, c'est Ankama. Ankama, ils ont une histoire qui est longue, un lore qui est déjà installé, instauré. Et donc, moi, ma première question, et c'est ce que je trouve devrait être fait tout le temps, dans tous les jeux, tout le temps, c'est quel est le lore existant, quelle est la culture existante, quelles sont les références existantes. Parce que j'aime beaucoup quand les jeux sont constants dans leur cohérence dans le temps. Et donc, moi, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a déjà été fait? Avant même de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et après, je vais rentrer en proposition. Et donc, par exemple, sur les cochons ninja, c'est rigolo que tu prennes cet exemple-là. Je crois qu'on est parti sur des sons. On a joué là-dessus. On a joué sur des petits sons comme ça parce qu'ils peuvent parler. Et puis ensuite, soit on a donné des personnalités différentes aussi parce que j'aimais aussi montrer qu'il y a une diversité d'individus. Tu peux pas faire tous les personnages avec la même voix, même si tu fais 5 cochons. Bah, il y a Jean-Louis, il parle comme ça. Il y a Michel, il parle comme ça. Et Jean-Marc, il parle comme ça, si tu veux. Donc, en fait, tu vas nuancer avec des tonalités de voix différentes pour créer un petit peu de perspective et de personnalité différentes. Donc là, t'en dire un, difficile, parce que c'est pas des personnages principaux. Mais sur Akimbot, par exemple, on a travaillé sur le rôle principal en français et j'ai aussi fait un personnage dont je fais les 2 voix, donc il s'appelle le processeur. Processeur, c'est un personnage que tu finis par rencontrer au bout d'un moment. Et la référence anglaise sur cette voix, on a pris un vieillard archiviste un peu foufou. Et en français, on est allé un peu aux mêmes endroits, sauf que le français, je suis influencé par les rêves françaises. Donc le doublage que j'avais en tête, c'est celui de Doc dans Retour vers le futur. Ouais, je sais plus où je suis allé. Je vais pas y arriver là tout de suite, tu vois. Mais je sais même plus où on est allé précisément en français. Mais je vais vouloir taper dans les références culturelles qui font sourire les individus concernés. Et avec Akimbot, j'avais une certaine liberté. Évidemment, t'as un directeur artistique différent. Donc, tu as déjà 2 filtres, premiers filtres qui vont te dire plus ci, plus ça. Ensuite, tu as le client qui écoute et il est chaud ou il est pas chaud. En fonction de ce que tu proposes, ils vont être pas sûr, je suis moins certain. Et, et de toute façon, quand la nationalité de ton client va définir le niveau de dureté et de fermeté sur le projet. Sur tous mes projets anglais, je suis extrêmement libre parce que je travaille surtout avec des Français. Et j'aime bien créer des liens de confiance justement en disant non, mais je, je vous rassure, je vous assure, ceci va marquer, ceci va vous aider, ceci va cocher la bonne case. J'ai vu ce que vous voulez en français, on va y arriver. Mais il va falloir juste accepter le changement et la différence. C'est très difficile quand tu n'es pas d'une autre culture de saisir, même quand tu parles très bien la langue, tu saisis pas ce qui fait rire une culture facilement. C'est très difficile de Ah savoir non, bien ça. sûr, ouais, Rien, non, ça rien veut que, dire. Ouais. rien que les Britanniques et les Américains, c'est déjà un challenge. Il faut déjà savoir distinguer. Alors que en français, Mais quand je tu bosse avec... parles pas pareil à un Gallois qu'à un Irlandais qu'à un Anglais, pour toi? Non. Mais, Ouais, mais là, par exemple, t'es allé trop précis, même pour moi. Je ne sais pas ce qui fait plus rire un Gallois ou un Écossais. ok. Mais il y a des subtilités. C'est un peu comme le Marseillais ne rigolera pas de la même chose que le Breton. Et il y a des Mm. nuances là-dessus. Et si tu as une cible très précise, il faut que tu t'adaptes à ce degré de précision. Si tu as une cible large, les anglo-saxons dans le monde, les anglophones dans le monde, eh ben, il faut avoir des grosses références que tout le monde connaîtra au niveau planétaire. Tu fais un petit clin d'œil à Pirates des Caraïbes, t'es assez tranquille. Tu fais Mm. un petit clin d'œil à Star Wars ou au Seigneur des Anneaux. Tout le monde va globalement cocher la case, même si c'est un anglophone qui vit en Inde, par exemple. Parce que quand tu fais un jeu en anglais, c'est 1,2, 1,3 milliard de clients potentiels. Quand tu fais un jeu en français, on n'est pas sur la même échelle. Mais quand j'ai un client français, un client final, un éditeur de jeu, pardon, un développeur de jeu français, là, la fermeté sur l'attente va être grande. Non, Ryan, nous, on veut ça. Mm. Parce que de toute façon, ils sont plus familiers, ils sont dans un environnement qu'ils connaissent, c'est leur humour à eux aussi. Donc là, il y a un attachement plus fort. Et c'est normal. Et c'est normal qu'on fonctionne comme ça. Et c'est même très bien parce que j'aime avoir un espace libre, mais j'aime aussi quand le client sait ce qu'il veut, c'est très frais, c'est très agréable. Quand tu as un DA et un client ils ont une vision claire, tu peux juste entrer en synergie avec ça, écouter, ça résonne, tu proposes, ça fait un aller-retour. C'est super plaisant quand ça fait ça. Donc je salue tant la liberté que la contrainte maîtrisée aussi là-dessus. Ok. Merci pour ce partage. Toi, tu es un pilier du roll and play. Tu vas nous en parler. Ah, Ouais, pilier, on pilier. va Oui, parler c'est de vrai. ça. En quoi le jeu de rôle et l'impro, toi, te nourrissent dans ton Waouh. travail de comédien?
Bah, le jeu de rôle, j'en fais depuis que j'ai 14 piges, 14-15 piges, je sais plus précisément. L'histoire ne le dit plus. Mais ça joue un grand rôle dans ma vie parce que déjà, de base, toutes mes compétences théâtre, je les ai très vite investies dans le jeu de rôle gamin. Et donc, j'ai joué un petit peu au début, je suis très vite devenu MJ et j'ai très vite pris bonheur et plaisir à proposer des émotions fortes à mes tables. Donc, faire vivre une aventure épique avec enjeu et faire sentir la pesanteur de cette simulation qu'on fait autour de la table en impro, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé proposer. Et là, j'ai eu en 2021 l'opportunité de rentrer sur une petite table de jeu de rôle avec Roll and Play sur Greenberg, qui était un petit projet sur une campagne spécifique avec Julien Dutel, Ninon Oldman et Fanny Renard. Et on a tous les quatre fait notre petite tambouille avec la prod évidemment derrière. Et on a joué cette impro qui était ma première expérience d'impro filmé diffusé sur Twitch. Et ça, mais la puissance de ça, tu rentres en synergie avec le scénario, tu te trompes, parce que tu te trompes en impro, même sur scène, quand il n'y a pas de caméra. Tu te trompes, c'est pas grave, t'avances, tes partenaires de jeu rebondissent. Euh, Là, on a un MJ en plus qui peut rebondir en face. Donc tout se passe très bien parce qu'on est tous en train de faire comme tu fais en théorie dans une impro libre. On se co-soutient et on suit un petit peu le fil conducteur de ce que la personne précédente a déposé. On rattrape les égarements, on propose quelque chose de nouveau, on recrée quelque chose, un socle sur lequel travailler. Et tout ce boulot, tu peux vraiment le faire énormément en jeu de rôle. Et je suis ravi de voir que de plus en plus de groupes de théâtre et de groupes d'impro commencent à voir que ce format peut être un très bon moyen d'exercice, mais un très bon moyen aussi d'expression. Et c'est la chance qu'on a avec Roll and Play sur YouTube, c'est de pouvoir proposer des aventures de dingue au public et qui sont vécues à la fois comme, bon, les gens sont témoins d'une improvisation avec un scénario maîtrisé par le MJ, donc comment dire, il y a un complice à la table qui, lui, est quand même en maîtrise d'un fil conducteur, mais il faut qu'il gère les décisions totalement à la sauvage des personnages et des personnes qui incarnent autour de la table. Et cette richesse, elle me sert énormément dans mon travail quand je ne suis pas en impro, quand j'ai un script. Ça rend tout plus facile. Tout est plus simple. Parce Mm. que d'un coup, j'ai un cadre beaucoup plus rassurant et sécurisant pour faire un boulot. Ça me permet de vraiment incarner librement. Et le travail d'exercice de faire ça devant caméra avec un enjeu. Et bon, c'est un cadeau. C'est un cadeau énorme. J'ai tellement de gratitude de faire partie de ce projet. euh, et de faire partie maintenant, je suis un peu sur le côté moteur derrière aussi pour faire avancer les aventures et l'émission aussi et soutenir la démarche. Mais ça fait partie, c'est une grosse partie de ma vie, ça. Une grosse partie de ma vie maintenant. Qui est arrivée, je l'avais pas prévu. À la base, je voulais faire voix off et doublage. Et je m'attendais pas à ce qu'un jour, on toque à ma porte pour parler de jeux de rôle. Ouais, ouais, vraiment un truc qui est apparu de nulle part, ça. Mm. Ok. On va parler maintenant de tes passages à l'écran. En fait, on a parlé de tout. Doublage, Oui, voix, oui, oui. impro. Bah maintenant, c'est Ouais, l'écran. mais j'ai vu que tu as parlé à Yael aussi, qui fait Oui. énormément de choses, elle aussi, et qui est, comment dire, qui est multidisciplinaire. Je trouve que c'est Ouais. important aujourd'hui, ça. Ouais, je trouve important C'est de se bien d'avoir mis pousser. un mot là-dessous. Ouais, Multidisciplinaire, c'est bien. bah, On clairement. dit pluridisciplinaire Pluridisciplinaire. Ouais, aussi. ouais. Ah oui, c'est Ouais. vrai qu'on dit pluridisciplinaire. Ah ouais, non, mais les cascadeuses aussi. Ouais, clairement, clairement, Incroyable. clairement. Non, c'est une chouette personne en plus, donc c'est Ouais, ça qui est bien. ah ouais, j'ai vraiment apprécié sa compagnie. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, écoute, ben, comme elle, je trouve que c'est des métiers très synergiques. C'est pas Mhm. facile, c'est pas facile de rentrer dans chacun d'entre eux parce que même si le fond est très synergique, ce qui est très difficile, c'est les canaux d'entrée. Mhm. Donc, un peu comme sur un marché classique, c'est les canaux de distribution. Là, l'accès à des rôles devant l'écran, c'est un processus qui est totalement différent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais plus de voix, hein, parce que la voix, je suis chez moi, j'envoie des démos, on me dit oui ou non. On me demande un essai, je suis toujours chez moi, je fais un essai, on me dit oui ou non. Et quand on me dit oui, c'est bah voilà, séance à telle date et telle heure. Mhm. C'est tranquille, c'est très tranquille, les castings voix. J'aime beaucoup. Les castings caméra, ouah, sur les gros projets, ouah, c'est. Il y a Attends, le bon, texte à déjà, apprendre, ouais, pas t'as le forcément texte le à apprendre. contexte en plus, C'est parce qu'on t'envoie ça, juste un c'est petit bout ça. du truc. Faut Si que t'as tu de ailles la te chance, déplacer.
Si t'as de la chance, t'as une self-tape initiale. Déjà, Ouais. ça filtre les trucs chiants. Si la self-tape elle suffit pour passer à une étape concrète, c'est sympa. Mais des fois, t'as pas la self-tape. C'est premier passage, ok, bonjour. Ouais. Deuxième passage, ok, bonjour. Troisième passage, ok, bonjour. Et j'entends dire que, bon, c'est sur des projets plus gros que j'ambitionne à l'avenir d'avoir, mais j'entends des processus qui ont 8 à 9 phases de casting, quoi. Je sais Oui. ils doivent pas se planter, certes, mais c'est ingrat comme processus, je Ouais, trouve. Donc, je connais quelques comédiens qui, ouais, pour rentrer dans une série, ils ont passé 5 ou 6 castings à des ouais, lieux ouais, en ouais. plus complètement différents. Je sais plus Oui, de oui, où il oui. était d'originaire, lui. Mais bah, au début, bah, t'as les castings, c'est à proximité, ou alors faut se déplacer dans le sud. Et après, à la Ouais, fin, le dernier je vois le casting, il est à délire. Paris, quoi. Oui, il est à Paris, oui, oui, oui. Bah, Non, non, c'est, c'est un c'est gros très investissement. intéressant. Mm. C'est très intéressant, mais c'est vrai que ça rend, comment dire, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis déjà très content de tout ce que je fais dans ma vie. Je fais beaucoup de choses. Il est clair que, et donc, du coup, devant caméra, d'ailleurs, ça se voit dans la matière première que je propose, je choisis les projets spécifiques et globalement, c'est que des trucs un peu nerd, un peu médiévaux, un peu fantastiques, un peu ce genre de choses. Et parce que globalement, la majorité de ce qui existe, ça ne m'attire pas suffisamment pour que j'ai envie de prendre le temps du casting. Euh, la majorité des projets m'intéressent pas du tout. Après, quand ça tombe du ciel et que tu as une demande, je vais faire la demande jusqu'au bout parce que j'accepte aussi le processus de, OK, on m'a vu pour quelque chose, quelqu'un s'interroge sur est-ce que je suis pertinent. OK, je vais suivre ce fil, peu importe le projet d'ailleurs. Je vais étudier le projet, je vais avancer, je vais dire, tiens, pourquoi est-ce qu'ici il y a un point d'accroche, pourquoi je suis pertinent, et je vais suivre ce fil conducteur jusqu'au bout, évidemment. Mais, enfin, Après, le désolé, temps. je me fie peut-être trop au physique et à la personne, mais t'as aussi un peu le profil pour jouer un viking. Oh, Ben ça, je trouve ça fou qu'on fonctionne comme ça. C'est très français, ça, ce que tu viens de dire. C'est de fonctionner qu'avec la physionomie de l'individu. Alors, tu as des grands critères, hein. C'est sûr que tu veux quelqu'un de massif, pas massif, frêle, pas frêle. Il y a, globalement, il y a des critères qui sont importants pour le personnage et son histoire personnelle. Mais des fois, il faut qu'il fasse 1,55 m minimum. Tu sais très bien que c'est pour que le comédien principal. hmm. Enfin, non, il faut qu'il soit en dessous de 1,82 m parce que tu veux pas. Enfin, c'est des réflexions que je trouve. Moi, je trouve pas ça sain de base. Parce Hmm. que globalement, tu formates ta culture et ton pays avec ces normes, hein. Donc, le petit brun aux yeux noisettes, un peu cliché, mal rasé, à la Jean Reno. Enfin, t'en as plein en France de ces profils clichés euh, qui, moi, m'ennuie beaucoup. Mais chez les anglo-saxons, la perruque direct, changer de couleur de cheveux direct, il n'y a pas de souci. Tu peux prendre tu peux prendre 20 femmes qui ont des cheveux d'une couleur radicalement différente et il n'y a aucun souci de se dire que si elle est blonde, bah, on va la faire brune, c'est pas grave. Tout le Hmm. monde s'en fout. Si un gars, plus ou moins de cheveux ou pas les cheveux de la bonne couleur, perruque. Les anglo-saxons, c'est direct et en plus, c'est hyper crédible à l'écran. En France, non, il faut que tu sois déjà le produit de base. Ça se demandait pourquoi il y a autant de casting, du coup, de processus, parce que c'est fou, cette Ouais, difficulté. c'est de la discrimination, hein, quelque part. Bon, je voulais pas tomber dans ce truc-là, mais j'appellerais plutôt ça de la flemme. Je, je- Bah après, il je- y a aussi des comédiens français qui sont blonds, et puis bah, là, il faut qu'ils soient roux, et voilà, ils vont se teindre les cheveux et, pour le rôle. effectivement, tu as raison, ça arrive. Mais c'est vrai C'est que rare. ben moi, enfin, le nombre de fois où on me questionne sur mes cheveux, je suis là, mais en fait, tu sais, sur certains rôles, je vais me raser la tête, il n'y a pas de souci, hein. Il y a pas de, c'est pas un enjeu. On va regarder une caractéristique physique et se dire non, on va écarter parce que j'ai l'impression que dans ce pays, on est trop attaché à la projection mentale qu'on a du personnage final. Et moi, ce que j'adore chez les anglo-saxons, et ça arrive en France, évidemment, il y a des gens merveilleux en France qui savent faire preuve de perspective, heureusement. Et chez les anglo-saxons, il y a des gens très compliqués, très pointus et très coincés dans leurs idées, évidemment. Mais j'apprécie l'idée qu'on puisse changer radicalement l'histoire, ou même la façon dont on avait envisagé le personnage, juste parce qu'il y a une performance qui nous a surpris. Alors qu'en France, on a tendance déjà au casting, si tu ne ressembles pas au profil, c'est au faciès, et bah non, on va même pas C'est pour ça que écouter le ce que tu travail de proposes. voix, c'est bien, parce que Ouais, voilà, là, on aussi, te t'as voit raison. pas physiquement, tu On peux te faire voit pas n'importe quoi. physiquement.
Ouais, c'est d'autres sujets, c'est C'est d'autres comme, sujets. voilà, t'es au téléphone avec quelqu'un, t'as jamais vu la personne, tu sais pas comment elle est. Puis là, tu la vois en Ouais, face, tu dis, ah ouais, merde, je t'imaginais ouais, pas ouais. comme ça, tiens. Oui, C'est pour ça que le mais travail de voix est bien. oui, j'apprécie. Et effectivement, c'est vrai que l'acting, j'en fais et je veux en faire plus. Eh ben, on va en parler de l'acting en plus. Vas-y, Tu ok, as joué dans ok. The Veil, Oui, en effet, ça c'était trop cool. tourné sous Enfin, la ça, direction d'Olivier Dahan. ça, Comment... c'était un projet voix Olivier Dahan. C'était un projet voix Olivier Dahan. Mais vas-y, ok, je Ah bah t'écoute. Tu veux... c'est une erreur de ma part. Bah, tu as joué dans The Veil, ça par contre, oui. Ouais, The Veil, ouais, ça Veil, c'était ouais. Damon Thomas Veil. qui était Et directeur. comment tu compares le jeu face caméra, celui derrière un micro? On parlait tout à l'heure que voilà, comédien, on s'adapte et on sait tout jouer, que ce soit la voix off, doublage, tout ça. Toi, quel est ton ressenti par rapport au jeu face caméra? Ouais, ouais. Toi qui en fais un petit peu et qui fais beaucoup de micros, comment tu t'adaptes? Alors, The Veil, c'est une mini-série d'espionnage américain, Oui, 10 épisodes, pour ceux qui ne ouais. savent pas, qui a Elle- été écrit par le réalisateur de Peaky Blinders, Ouais, j'ai rencontré Steven Knight. Steven Knight. Ouais, il est sur le plateau, il est là, il est présent, il a ses notes, il est tellement focalisé sur ce qu'il fait. Juste de le voir, on s'est dit bonjour, on s'est salué, mais juste de le voir en train de travailler, c'est une dinguerie d'être témoin de ça. Enfin bref, petit aparté, mais ça m'a beaucoup marqué. Non, mais si, Je- je te rejoins parce que j'ai bossé avec pas mal de comédiens récemment, Ouais, qui ont une notoriété plus ou moins voilà, inconnue. ouais, ouais. Tu vois la différence entre Oui, comment ils entre bossent, quoi. quelqu'un, entre quelqu'un Ouais, qui il est y en là et avait un, il bossait, mais voilà, dès que ça tournait plus, il était là à répéter ses mimiques, son Mm, texte, mm. focus, quoi. Ouais, Comme ouais. il y en a où c'est, allez, comme ça. Oui, oui, ça va boire un Ceux qui café. arrivent aussi à cacher un tic, tu sais, ils ont Ouais, un tic, ouais. pas lequel, et ils l'enlèvent direct quand ils jouent. Enfin Bah, bref, voilà. je suis Pour très l'aparté aussi. admiratif de ça, ouais. Ouais, t'as raison, c'est mes inspirations principales de regarder la façon dont travaille chacun, chacune. Je crois que la raison pour laquelle tu as été recruté aussi sur un rôle, ça va dépendre, ça va changer peut-être ton attitude. Il y en a, on les achète parce qu'ils sont qui ils sont. Donc, bah, il faut qu'ils boivent un café, qu'ils déconnent un peu, parce que de toute façon, dans le film ou dans la série, ils sont globalement proches. On les a pris sur le boulot parce que c'est ce qu'on voulait comme énergie, donc tu es beaucoup plus tranquille. Par contre, quand tu es en incarnation, que tu es sur un personnage qui est distant de toi, là, le travail et la rigueur, il devient clé. Le travail en amont, le travail sur le pouce, le besoin d'être concentré, je trouve ça quasiment, c'est ritualistique, ce délire-là. Et c'est une des grosses différences parce que bon, dans la voix, tu as un script, tu as un environnement. Moi, j'aime bien bosser mon personnage en avance. C'est pas toujours possible. Des fois, tu es sur le pouce et puis on te dit, vas-y, il y a ça, il y a lui, on te raconte vite fait son histoire et tu dois y aller tac, tac, tac. Mais aussi, l'expressivité va changer. Donc, en doublage, tu vas, pour que ce soit entendu, tu vas gonfler certains traits, les mimiques vont prendre une place grande parce que quand ton corps épouse totalement une façon de s'exprimer, le son l'entend mieux et sinon tu te finis avec un personnage un peu plat. Et alors que devant la caméra, c'est le contraire. Tout va être vu, tout va être vu jusqu'au moindre détail. Donc l'idée c'est au contraire d'épouser un naturel, de ne pas être en surexpression. Si tu es un personnage excentrique, certes, mais c'est excentrique, excentrique à la bonne mesure, au bon ton, au bon son de cloche. Et tu vas pas du tout travailler de la même manière. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le fond reste le même. Tu vas incarner. Tu vas incarner quelque chose. Par contre, le format nécessite de toi que tu mobilises cette énergie d'une façon différente à chaque fois. Et devant la caméra, l'exercice est très différent. La façon dont tu vas gérer ton script, la façon dont les lignes vont sortir, rester concentré dans son personnage, parce que en doublage, on revient sur des choses, mais on revient pas autant que le nombre de prises que tu peux avoir sur un travail caméra. Il y a trop de paramètres. Ouais. Donc tu peux faire 3 prises, comme tu peux en faire 15, et savoir proposer quelque chose qui soit est constant si toi, t'es pas le sujet dans la prise, ou alors, au contraire, de changer et d'ajuster à ce que le réalisateur ou la réalisatrice veut de toi dans Et là, cet The Veil, instant-là. c'était ça? C'était un rôle qui était éloigné de ce que tu es? Non, non, on était, comment dire, et honnête que je suis, non, je pense pas, parce que je jouais un humain très,
très, très engagé sur son travail. Il avait un objectif très précis, c'était de faire une extraction et une exfiltration de deux personnages qui étaient en situation critique. Je ne vais pas expliquer le plot. Et donc, c'était très clair, clair, net et précis. Donc, quand tu as quelqu'un qui a un objectif précis sur une scène courte, je trouve ça assez aisé de rentrer dans cet état d'esprit. Ok, j'ai un point A, j'ai un point B. Il faut que ça rentre là-dedans dans le bon endroit. Il faut qu'on sente l'énergie de tension au service de tout, entrer en synergie avec ce que les autres proposent aussi en face. Et puis c'est bouclé. La scène, c'était un petit rôle. C'était très bien. J'étais très content de faire partie de ça parce que c'est le plus gros plateau que j'ai jamais fait. Il y avait plus de 70 personnes sur le set. C'était énorme. Euh, mais, euh, mais par contre, effectivement, le travail que j'avais à faire, je pouvais me concentrer sur quelque chose qui était assez accessible et je ne me suis pas senti non plus dans une position délicate là-dessus. Il n'y a que de limites. Il fallait que je parle français avec un accent anglais. Et donc, Anglais. ouais, ouais, ouais. Donc, il était nécessaire que je parle comme ça un petit peu. Et donc, j'ai fait le travail. Mais des fois, c'est pas facile quand tu te concentres sur tous les éléments d'un plateau. De rajouter ce paramètre, ça crée du bruit. Et d'un coup, bon, tout était un peu plus difficile dans mon esprit au départ. Mais on a fait, je crois, 7 prises au total. La journée de tournage était très cadrée et il y avait des paramètres logistiques à gérer aussi avec des mouvements et d'autres comédiens et comédiennes. Comme Donc, quoi, ça dépend, hein. Il y a beaucoup de comédiens qui parlent du fait que ils font des projets, que ce soit en français, en anglais, en mhm, espagnol, tu vois. mhm. Mais ils se sentent pas légitimes de le faire en anglais parce qu'ils sont pas natifs, tu vois. Ouais, Et beaucoup de comédiens ont cette impression-là. Mais comme tu le dis toi-même, voilà, on t'a demandé toi de parler français avec un accent anglais. Enfin, en fait, comme les quoi il y a rôles des existent. projets, voilà, on va demander de faire des Ouais, accents sans que tu sois forcément natif. les rôles existent et tu regardes le nombre de comédiens d'origine maghrébine qui cartonnent aux US parce qu'ils ont. Très souvent, tu as des personnes qui savent parler français très bien, anglais très bien et une forme d'arabe très bien. Et ben, aux US, ces personnes-là cartonnent. Il y a un besoin réel. Et puis, le lien par la France, par le cinéma français, par la formation française, rend ces personnes extrêmement pertinentes. Et je suis admiratif du nombre de séries qui vont impliquer le Moyen-Orient dans leur histoire ou leur historique, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir. Il y a énormément de talents qui viennent de France et qui font vraiment un boulot vraiment très bon devant la caméra. Et donc, non, tu ne te censures pas toi, il y a d'autres gens qui sont là pour ça. C'est ça. C'est ça. Soit même, faut pas. Alors, faut pas faire perdre du temps à un directeur de casting sur des choses qui sont trop ubuesques, mais Mm. il y a des rôles où on a besoin d'accent français en anglais. Beaucoup de ces rôles-là. Et d'ailleurs, ils sont souvent très occupés par des personnes qui savent mal le faire. Il y a des séries et des films où je vois des accents français, je suis là, waouh, mais en fait, vous savez, vous m'auriez appelé, j'en connais 5-6, ils sont très bien. Et je comprends pas qu'on se retrouve sur des productions américaines avec des gens qui Ouais. savent pas parler français Le correctement. réseau, enfin, il y a plein de. Ben, oui, oui, il y a plein de choses qui expliquent, mais c'est quand même assez dingue. Et Ouais, ça, ouais. pour moi aussi, c'est On un prend pas comédien qui. forcément la meilleure personne pour le Non, faire. non. Mais aujourd'hui, en plus, il y a des séries maintenant qui se font multilingues, où ils vont assumer la langue native de chaque personnage. Et ça, je trouve ça intéressant. Oups, j'avais oublié de mettre le silencieux, Mais on excuse-moi. recommence tout, c'est bon. On recommence tout. Mais ouais, c'est une richesse de pouvoir juste s'exprimer dans une autre langue. Et il faut juste être transparent sur le niveau. Parce que si tu fais perdre du temps aux gens dès lors que tu dis que tu peux faire quelque chose que tu peux pas faire. Et moi, en espagnol, par exemple, je l'exprime. C'est pas ma langue de travail. Je peux faire du travail en espagnol. Il y a des personnes qui me disent qu'il y a un truc étrange qui se passe quand je parle espagnol. Mais quand des Mexicains ou des Sud-Américains m'entendent, ils me disent que je sonne espagnol. Genre castillan, Espagne. Mais les Espagnols d'Espagne me disent, il y a un truc. Donc, les perceptions vont être très différentes en fonction de qui tu as en face de toi et leur degré d'exigence à l'oreille, quoi. En France, moi, on me dit parfois que j'ai un accent et on me dit, ouh, tu parles bizarre. Et je dirais que c'est une personne sur 5. Je soupçonne que c'est des personnes qui ont un mental très attaché à l'auditif et qui sont très précis là-dessus. Alors que tu en as d'autres, et j'ai été témoin de conversation, oh ben non, j'entends pas, qu'est-ce que tu racontes? Et en plus de ça, avec mon histoire du Sud-Ouest, ensuite je suis arrivé sur la zone lyonnaise où là j'ai commencé à changer mon accent, etc. Et j'ai une histoire assez particulière sur ma façon de parler, donc ça fait un joyeux petit bordel tout ça.
C'est bien que tu aies parlé et donné un peu ton avis sur les directions d'acteurs, etc. Parce que toi, tu as aussi été directeur voix sur C'est... Taverne Ouais, Takedown. oui, ça c'est nouveau, ça. Est-ce que C'est c'est nouveau. un axe que tu veux développer davantage? Alors, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu de réalité virtuelle d'action humoristique qui est situé dans l'univers de Nullbuck, Ouais, où l'on se bastonne à main nue dans des tavernes délirantes. ouais, ouais, Et ouais. Ryan a dirigé la version anglaise en tant que Alors c'est en directeur cours. voix. C'est en cours. C'est en cours. Ah, c'est Et en cours. donc ouais, aujourd'hui, l'annonce du jeu est faite. L'annonce de ma présence dans le jeu est faite. Tu peux en Euh, parler ou pas? moi, je peux pas parler de façon profonde de la version anglaise parce Ok, qu'on n'a pas fait les annonces de cast, etc. c'est Par en contre, cours. le projet existe. Il y a même une mini-série qui a été lancée avec David Mourier et puis Brigitte Lecordier Mm. et d'autres Très bien. influenceurs, streameuses Mm. ou comédiens et comédiennes destinés à un peu promouvoir le jeu. Du coup, Mais la direction, on va s'arrêter sur le fait que si tu veux le développer ou pas cet axe. ouais, Mm. ben, ce que je peux évoquer, c'est que la direction voix, clairement quelque chose sur lequel je me positionne de plus en plus. J'ai une soif de proposer je sais pas comment l'exprimer, mais être médiateur sur un projet, c'est quelque chose qui me plaît. Je sais prendre un projet et être fidèle à ce projet, au lore, à l'univers. Je sais comprendre là où les développeurs ont voulu aller. Parce que la création d'univers au travers du jeu de rôle, c'est un truc que je respecte énormément. Et puis bon, dans mes lectures fantastiques, les constructeurs de grands univers et de mondes, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie. Donc j'ai vraiment ce délire-là. Je remarque que parfois, dans le processus de doublage, il y a une perte d'essence de la part de l'univers parce que soit les comédiens s'en foutent, soit les comédiens n'y connaissent rien, soit les comédiens sont là prescrits, bon, c'est juste un boulot comme un autre. J'aime bien les attraper et dire non, non, non. C'est impliquant ce que tu fais. Regarde, il y a lui, c'est le fils de machin, elle, c'est la cousine de truc. Lié à ça, il y a telle terre qui a été conquise par telle chose, et puis il y a un vaisseau spatial qui est arrivé et qui a fait ça, une conquête mondiale. Bref, j'aime bien pouvoir transmettre la pesanteur des univers qui sont impliqués. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Mais moi, je ressens dans les versions anglaises de certains jeux qui sont faits en France avec des versions anglaises qui sont maîtrisées d'une façon un peu bancale, je trouve parfois. Je sens cette absence de connaissance, je sens cette absence de transmission de lien et j'ai envie de donner ma petite pierre à l'édifice et de proposer quelque chose qui contribue à la fois à ce qui se passe en acting, mais aussi avec un respect de ce qui se passe à l'origine dans le jeu et de lier les deux, rapprocher un peu les milieux. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'ils sont un peu distants. Et les jeux français ont soit le choix de travailler avec des studios français et des comédiens locaux, soit ils exportent à l'étranger, donc ils bossent avec des Américains, des Anglais. Et le projet, c'est du très bon boulot d'acting et de comédien, mais tu perds quand même un petit peu le fil du projet. Il faut Mm. être un gros studio qui impose sa loi pour pouvoir gérer ce sujet correctement. Si tu es un indie ou un studio plus modeste, c'est pas facile de gérer la maîtrise de ce sujet que tu perds un petit peu la prise dessus. Et c'est plus difficile de bien poser ton lore et de bien poser ton histoire narrative quand le projet est loin de toi avec un DA étranger. C'est pas simple. Et c'est Mm. vraiment là où je me positionne aujourd'hui. Spécifiquement sur le jeu vidéo et l'animation, c'est ce qui me plaît le plus. Et donc, je mets mes services à contribution là-dessus. Et LDLCVR m'ont fait confiance avec ce projet. J'en suis ravi. Ça va être très, très cool. J'ai hâte que le cas soit révélé et qu'on puisse se dérouler des choses. Ça va être c'est excitant. En plus, dans l'univers de Nalbuck, que j'ai écouté dès le collège et que je savais réciter par cœur, dont j'ai été témoin de l'évolution dans le temps. Donc, c'est un grand plaisir de pouvoir faire partie de ça. Ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, c'est chouette, il y a pas mal de projets, tu fais pas mal de choses, c'est vraiment cool, quoi. Maintenant, on va parler de Je la... m'occupe. Je Ouais, m'occupe. ouais, ouais, franchement, je suis très heureux pour toi. On va parler de ta vision du métier, de l'avenir. Ouais, ouais, Euh, ouais. alors, tu dis être un peu lassé du débat sur l'IA. Ouais, Qu'est-ce qui, ouais, ouais. toi, selon toi, mériterait davantage d'attention dans les discussions autour du métier, plutôt que de se focaliser que sur l'IA, 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 d'être toujours Ouais. insistant sur ça et d'être Hmm. bloqué, quoi. Ben, comment dire, je suis pas un grand fan de la plainte. Je suis plutôt un fan, je suis très orienté solution, on va dire ça comme ça. Et en fait, quand on est face à un phénomène, il faut trouver une façon de se positionner et quelle démarche on met en place.
La première chose pour moi dans l'avenir métier, c'est l'authenticité, c'est l'humain. C'est-à-dire que c'est très vague dit comme ça, mais en fait, le parfait va devenir l'artificiel et l'imparfait va devenir l'engagement, le contact. Alors, paradoxalement, on le voit, les outils d'IA cherchent à être imparfaits et donc ils rajoutent des imperfections. Ça crée un paradoxe que je trouve super intéressant, mais je suis pas fondamentalement inquiet. On est dans une très grande phase qui est une phase test où tout le monde est en stand-by, en train de chercher, OK, comment on se positionne, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu as les comédiens et comédiennes, bon, qu'est-ce que je peux faire pour que me rendre pertinent et pertinente? Et je crois que la solution reste dans le relationnel, dans l'humain, dans la connexion, dans la compréhension d'un projet de façon précise, dans l'expérience en dehors de l'écran, parce qu'il y a le résultat final, Mm. mais il y a aussi tout ce qui se passe pour le créer. Quand c'est sympa de créer quelque chose avec des gens, tu as envie de fonctionner comme ça. Quand c'est chiant ou froid ou juste... de toute façon, les clients qui veulent du froid et de l'expéditif, tu vas pas les conquérir de toute façon avec de l'humanité parce que de base, ils sont juste dans un process. Et il y a des projets qui vont uniquement être que c'est que génération de contenu. Ça a sa limite. On voit déjà des grands YouTube, de Google qui est en train maintenant de revoir sa façon de gérer le contenu sur YouTube parce qu'il y a une inondation de travail de très mauvaise qualité qui est en train de rendre tout difficile en lecture, ce qui fait que petit à petit, ils vont mettre en avant les produits qui sont conçus par des humains à 100% ou au moins en grande partie. Donc tu te retrouves, on est déjà en train de voir le dessin de la pertinence et de la non-pertinence. Il y a déjà une lassitude et le contenu génère moins d'engagement. Donc là, les financiers, t'inquiète pas que dans 5 ans, avec le recul, quand ils ont vu que bon, en fait, ça réagit moins, je suis pas inquiet là-dessus. C'est juste qu'on est sur une phase très difficile là, parce que là, tout le monde se fait un avis. Et je crois qu'il nous faut rester patient, il nous faut être prudent dans nos démarches, dans nos prises de risques, et juste gérer aussi notre pertinence devant l'écran. Moi, tu vois, j'intègre dans ma stratégie la direction de voix parce que c'est aussi, enfin, j'adore ça, mais c'est aussi une façon pour moi de me rendre pertinent sur un autre sujet. Le travail de jeu de rôle devant écran, ça me rend pertinent devant écran. Le travail d'acting devant caméra, ça me rend pertinent devant la caméra. Et il y a des entités qui veulent aller plus vite, mais il y en a d'autres. Enfin, regarde les caisses à Carrefour. Ils Ouais, étaient partis pour tout remplacer. Il y en a qui sont revenus ça parce c'est que d'il y a 20 ans. ouais, ouais, ouais. Et on Donc n'a on pas, est, enfin, ça n'a pas avancé, ça n'a c'est pas. ça. Non, ça va avancer. Et au contraire, il y en a qui sont revenus à des cases plus classiques parce Bien qu'ils se sont sûr. rendus compte que, en fait, les gens vont là où il y a une interaction humaine possible. Donc, il y a cette tendance sous-jacente chez, je crois, tous les humains globalement, à vouloir trouver une façon de connecter avec le contenu et avec leurs expériences. Et je crois qu'on trouvera une portion d'individus qui achèteront le 100% artifice, mais globalement, les humains veulent des humains. C'est quelque chose que j'observe de façon avec un sourire. Même si je sais que certains de mes compères, confrères, consoeurs, galèrent, parce qu'une partie du contenu a disparu du marché là. Clairement, toutes les vidéos pas chères. Déjà, tous ceux qui étaient positionnés sur des tarifs pas chers se sont fait fumer. Parce que de base, leur marché, c'était le pas cher. Donc là, bon, laisse tomber. Les clients qui fonctionnent comme ça sont des clients qui n'ont aucune considération de ce qu'il y a derrière dans le métier. Donc ça a vite disparu. Et ceux qui survivent sont ceux qui ont des projets plus conséquents. Et on le voit, les grands clients ils font un choix et ils font un mix. Donc aujourd'hui, c'est est-ce que notre pub a besoin, est-ce que notre pub, on l'a fait pour euh, juste générer du contenu ou est-ce qu'on l'a fait pour générer un engagement concret? Et en fonction de cette décision, il y a un humain ou il n'y a pas d'humain. Donc, je pense qu'il faut juste qu'on trouve une façon de rester pertinent, de continuer à grandir dans notre métier, à cultiver nos originalités. Les voix off standards vont disparaître parce que c'est trop facile à reproduire. Les voix off qui sont intéressantes, qui vont accepter un grain, une erreur, je crois qu'elles vont devenir la norme. Elles vont devenir de plus en plus recherchées. Parce que dans une pub, tu l'entendras si c'est quelqu'un ou si c'est pas quelqu'un. Mm. Enfin bon, Mm. voilà mon. Mm. Soyez imparfait et imparfaite. C'est ce Ok. que je recommanderais. Eh ben, merci à toi pour ce retour. Merci. Il nous reste que 2-3 minutes Ok, ok, dans cette émission. Il y a deux questions. Voilà, il faut que tu les englobes dans ces deux ok. minutes. Je fais C'est ça. un petit défi, voilà, pour finir. Vas-y, vas-y. Si tu devais donner trois conseils à un jeune comédien qui veut se lancer dans la voix, qu'est-ce que tu lui dirais? Et
Entre roll and play, les jeux vidéo, le théâtre, la direction, tout ça, quel Ouais. serait toi ton projet rêvé qui rassemblerait vraiment tout ça, quoi? Ouh là là, ouh là là. Ok. Alors, toi, jeune comédien, comédienne, voix off, si tu souhaites te lancer, bosse un maximum, trouve tous les prétextes pour bosser ton sujet. J'ai une amie qui m'a récemment écrit pour savoir comment s'y mettre et je suis très admiratif de son process. Elle s'appelle Pénélope, elle est sur TikTok et tous les jours, elle poste sur TikTok, elle bosse le doublage, elle bosse la voix off, elle bosse les lectures, elle bosse les audiolivres. Et en fait, elle fait ça tous les jours. Et elle fait preuve d'une qualité que quasiment personne n'a, mais qui est essentielle. C'est la persistance. Et elle se retire du jugement, elle fait son contenu. Elle cherche pas à faire le contenu pour avoir des vues, elle cherche à faire le contenu parce qu'elle peut le faire et que ça l'entraîne dans le processus. Donc, trouvez tous les prétextes pour bosser le sujet. Ensuite, processus classique, faites 4-5 démos sympas et balancez-les à tout le monde. Balancez-les à tous les ingé sons de votre secteur, balancez-les à toutes les villes dans lesquelles vous êtes impliqués. Si vous voulez monter à Paris, les budgets sont supérieurs, donc c'est tout à fait possible. Le billet de train, il est très facile à amortir avec un projet parisien parce que globalement, c'est le triple de tout le reste de la France. Donc, ton billet de train, paye-le tout seul. Et vas-y, va chercher le boulot à Paris. Il y en a plein. Il y a énormément de demandes. Et donc, et ceux qui sont persistants finissent par tomber. Et puis, telle personne parle de telle personne. Donc, c'est un travail de longue haleine. Moi, moi, je suis sur une niche avec l'anglais. Il m'a fallu 2 ans et demi pour devenir autonome et faire plus que ça. Quelqu'un qui parle que français, par exemple, je soupçonne qu'il faudra bien 4 ans pour que ceci se déverrouille. Donc, trouvez votre équilibre avec des choses à côté. Parfois, ça prendra 5 ans, parfois 6, c'est pas grave. Si vous voulez le faire, persistez. Vous trouverez une façon d'obtenir la recette qui marche in fine. Mais c'est votre présence, même si vous faites un boulot à côté, c'est votre présence dans le temps qui va faire que vous vous démarquez petit à petit ou pas. Soyez professionnel, soyez présent, soyez dédié et ça prend du temps. Faut pas. Au C'est ça. début, au début, je mettais bien 90 heures semaine dedans. Et maintenant, je pense que j'en mets plus 60-70. En fait, vivre de sa passion, c'est pas un 35 heures. Ce sera jamais un 35 heures, je crois, de vivre de sa passion. Donc, donc un peu de dédication. Non, dédication, on dit pas ça. Un peu de. Il faut se dédier au sujet. Ouais. C'est ça. Et ton projet Voilà le rêvé, petit du mot. coup, qui rassemblerait tout ça? Projet rêvé, ouais, il y a un univers dans lequel j'adorerais à travers c'est Star Wars. J'adorerais un jour réussir à me positionner sur un projet Star Wars, si je peux le combiner avec une promo dans la table de jeu de rôle où on incarne les personnages, avec un film qui sort et un jeu vidéo qui sort, et je suis le même personnage dans le film et dans le jeu vidéo, voilà mon rêve. Ça, là, je pourrais, je serais en paix avec la force si je peux vivre ça. Ah, ce sera le mot de la fin. Nickel. Voilà, voilà. Bah super, merci Ryan, c'était vraiment Merci sympa à toi, de Alexis. t'écouter. Très Vraiment, sympa ton format. très bel échange. Ouais, 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 ouais. Et puis j'ai vu les autres comédiens et comédiennes que tu as reçus sur ton émission. C'est très cool. Je trouve que c'est une bonne initiative. Ça permet de faire parler un peu du métier, de voir des horizons différents et petit à petit, je pense éveiller les consciences sur les enjeux et ce qui est possible. Mm. Donc très cool. Merci à toi de faire ce que tu fais. Ah bah super, bah, je te remercie. Je te souhaite une bonne journée. Ouais, toi aussi. Merci beaucoup. À Bah, bientôt. merci à toi. Ciao, ciao. Allez, ciao. Bye bye tout le monde. Souscrivez, abonnez-vous, likez la chaîne Oui, d'Alexis. Faites tout ça, c'est important, c'est ce qui permet de faire avancer un format. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne d'Alexis. merci beaucoup. Et bah, merci d'avoir suivi cette émission. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao. Ciao, ciao. À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement, un nouvel épisode de Voilà la voix présenté par Alexis.